Bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Jérém, Fred et Qui êtes-vous ? Qui Héloïse. Oh, on a une nouvelle pote. Hey Waouh. Julien n'étant pas là, nous avons demandé à Héloïse de venir. Et notre pote de la faculté aussi. C'est qui ça. a partagé Voilà. aussi notre Est-ce que licence comme Julien. C'est notre guest star. Voilà, que je suis la guest star du jour. Voilà, est-ce que tu as quelques mots pour te présenter ? Alors moi c'est Héloïse, j'aime le cinéma, j'aime David Lynch, Céline Sciamma et Friends. J'aime bien le combo. Au programme de cette émission, en première partie, le retour d'une saga de SF qui m'est très chère, moi perso, c'est La Planète des Singes. Le deuxième film de Viggo Mortensen qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. En deuxième partie, Jérém nous propose peut-être sa rubrique de chiffres la plus ambitieuse de sa carrière. Je vais vous faire jouer avec Jacqueline et on a le Joker d'Héloïse. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe sur la planète cinéma, Héloïse ? À l'approche du festival de Cannes, il commence à y avoir des rumeurs autour d'une liste de grands noms du cinéma français qui auraient eu des comportements déplacés avec les femmes. Donc ça commence à sortir dans les médias. Le Canard enchaîné a fait un article sur la question. Il y a déjà des noms qui circulent, mais pour l'instant c'est des rumeurs. Mais en tout cas, c'est des grands noms du cinéma français. Et la liste devrait sortir entre le 15 et le 25 mai. Donc on verra comment ça va se passer. À Cannes, ils ont déjà prévu une cellule de crise pour pouvoir gérer ça. Et également, en réaction à ça, il y a une tribune d'hommes du cinéma qui soutiennent le mouvement MeToo, qui a émergé, qui est notamment signée par Reda Kateb, Swan Arlo, Emmanuel Mouret. Donc voilà, on va voir si ça va secouer le monde du cinéma. C'est marrant, j'ai vu une liste tout à l'heure. Ouais, il y a quand Oui, même il y a- il y a des Il y a une rumeurs. liste qui est déjà sortie, mais je sais pas pour l'instant, je crois que pour l'instant c'est un peu des rumeurs quand même encore. Enfin, mais oui, il y a une liste qui est sortie en tout cas. Mais c'est pas véridique, quoi. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore sûr. Frédéric. Bah moi même chose, Cannes, il y a eu un extrait du prochain film de Coppola, Megalopolis, avec Adam Driver, qui ressemble fortement à une pub Dior. C'est pas faux. Non mais après je pense que, parce qu'Adam Driver il a fait beaucoup de publicité, donc je sais pas, je l'ai un peu imaginé dans une pub. Je lance le truc, j'ai vraiment cru que c'était une pub. Donc voilà, on y voit Adam Driver sur un building qui peine à vouloir sauter ou non. Assez tentant, moi j'ai hâte de voir le film. Et c'est le film que t'attends le plus de l'année parce que t'en parles à chaque news en ce moment. Il attend Cannes surtout. Ouais mais j'y serais pas. Triste. Triste vie. Jérém. Alors pour ma part, je vais vous parler de l'annonce du prochain film de Julia Ducournau. En effet, la réalisatrice de Grave et de Titan va réaliser son troisième film qui devrait s'appeler Alpha. Alors on sait pas de quoi le film va parler, même si les sociétés de production ont annoncé que ça serait le film le plus profond et le plus personnel de la réalisatrice. Mais on connaît les deux acteurs principaux du film qui sont même Golshifteh Farahani, qu'on va bientôt voir au cinéma dans Rokia, et Tahar Rahim qu'on a vu récemment dans un film et non des moindres puisque c'était Madame Web. Ah ouais. Oui, il est dans Madame Web, Tahar Rahim. C'est j'ai- le méchant. Moi j'avais vu des rumeurs comme quoi elle faisait aussi une série A24, enfin qu'elle allait s'allier à A24. Julia Ducournau, tu veux parler ? Ouais. Ouais. Elle a fait deux épisodes de la série The New Look qui est Apple TV+, qui est disponible avec Canal. Ok. Mais ça, c'est le truc de Bong Joon-ho, non ? Non, alors elle a fait aussi deux épisodes de la série Servante de M. Night Shyamalan, enfin produit par Shyamalan sur Apple TV+ également. J'étais pas du tout au courant, tu vois. Mais Ok. voilà. Et, si tu veux savoir, pour être précis, c'est les deux premiers épisodes de la saison 2 qu'elle a réalisé de Servante. Bah moi, ma news, c'est un truc, je comprends pas comment on a pu passer à côté, ne pas en parler, vu que je suis un peu un fanboy de merde de ce gars-là. C'est l'expo James Cameron, à la Cinémathèque. J'avoue. Alors avec Jérém, on a eu l'occasion de voir un des organisateurs présenter l'expo, et il expliquait un truc pas mal, en fait, c'est que c'est la première fois dans le monde où on a accès aux dessins de James Cameron. Et ça, c'est peut-être intéressant, parce qu'on a beaucoup en tête le côté effets spéciaux et le côté grosse production de Cameron, mais là, c'est vraiment la mise en avant de ses travaux artistiques, enfin, en tout cas de dessin. Bah, nous, on va aller le voir, en tout cas. Ça a l'air très chouette. En tout cas, apparemment, ça dure un peu longtemps. C'est une grosse expo. C'était une très bonne expo. Elle dure jusqu'en janvier. Ah oui. Oui, elle Ça dure reste jusqu'en janvier. 2025. C'est ça, elle dure jusqu'au janvier, mais pour la parcourir, pour la d'accord. faire, Je crois- apparemment, c'est long aussi. Bah génial. Enfin, Trop voilà. bien. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir accès aux nocturnes gratuitement si on a moins de 26 ans. Enfin, Et- j'ai eu un mail de la Cinémathèque qui disait ça, je crois. On peut réserver une nocturne et y aller gratuitement. Ça veut dire, dans genre, la limite des places disponibles. aller la nuit à Ouais. l'expo. Je crois. font ça les jeudis. Ouais. Les Stylé. nocturnes, ouais. Stylé, je savais pas. De 20h à 22h. Oui, un truc, quelque chose comme ça. Après voilà, t'as peu de temps du coup. Alors que Ouais. c'est une expo quand même qui se savoure. Donc en vrai, bon, à voir quand même, c'est quand même une bonne opportunité. C'est vrai que les expos de la Cinémathèque, moi j'ai fait Expo Varda, je sais pas si vous l'avez faite, mais elle était très longue. Ah ouais Vraiment très longue. Ouais. Elle était hyper intéressante, mais ça m'a pris. Moi j'avais beaucoup fait de temps. Vampire, c'était génial aussi, très très long aussi. C'est fourni, j'imagine. Oui. On passe d'une expo d'un mec qui fait des films de SF à une saga de SF vraiment
très grosse quand même, parce que c'est une saga qui dure depuis plus de 50 ans. On pensait la saga La planète des singes terminée avec le 3e épisode qui s'appelait Suprématie, mais non. La Fox fait revenir cette saga de SF avec Le Nouveau Royaume, sorte de suite spin-off qui se passe 200 ans après le premier épisode. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Alors, avant de commencer la critique du film, j'aimerais savoir quel est votre rapport à cette saga-là, à vous tous un petit peu. Si vous l'avez découvert récemment, si vous l'avez découvert avec les vieux films, avec les récents. Moi, je l'ai découvert du coup avec la trilogie de Matt Reeves et de l'autre réalisateur dont j'ai oublié le nom. Rupert Wyatt. Voilà, donc je l'ai vraiment découvert avec ça et j'ai pas du tout vu les anciens, que ce soit la version de Tim Burton, la première version, j'ai rien vu d'autre. Et j'ai adoré cette trilogie. Genre vraiment, j'ai vraiment grandi avec. Et donc ce film, ouais, je l'attendais pas non plus parce que, on va en parler, hein, mais je le sens à travers la bande-annonce que du coup, c'est récupéré par un réalisateur qui a pas non plus une bonne patte, quoi. Enfin, c'est le gars qui a fait le Labyrinthe quand même. On en parlera. Mais du coup, voilà, je l'attendais pas plus que ça. Mais voilà, j'avais quand même hâte de retrouver mes personnages, même si, comme tu as dit, César n'est plus dans le film. Alors moi, La planète des singes, j'ai découvert littéralement hier. Enfin, évidemment, je connaissais, mais j'en avais jamais vu aucun. On a souvent dit du bien, mais moi, je suis pas très SF en réalité. Il y a beaucoup de sagas que j'ai jamais vues. J'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Oui, mais qui est-ce qu'on a invité autour de la table? Il a fait une tête, Owen, Ouais. quand t'as dit ça. Mais du coup, j'ai vu le tout premier de 68 hier. J'ai bien aimé, en vrai, ça m'a plu. Je connaissais même pas le twist final extrêmement connu, donc c'était une découverte intéressante. Et du coup, je suis allée voir aussi le tout dernier. Donc j'ai vu le tout premier et le tout dernier. Enfin, C'est voilà. quoi, t'as appris à la fin qu'il était mort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça À la t'a fin, motivé un petit peu à découvrir le reste de la saga quand même? Alors, un peu. Enfin, oui, mais il y a tellement de films que je sais pas si je vais tout regarder. Après, par exemple, on m'a dit que celui de Tim Burton n'était pas bien. Enfin, c'est tout. On s'en fout. Ouais, tout le monde m'a dit ça. Mais en soi, oui, j'aimerais bien quand même rattraper les autres. Oui, ça m'a... Enfin, je me suis dit que peut-être je le regarderai. GRM. Alors, mon rapport, c'est de base, pareil comme Fred, j'ai vu la trilogie des années 2010. Et par la suite, c'est vrai que cette année, vu qu'il y avait celui-là qui sortait, je me suis dit, je vais essayer de me taper une déterre. Donc j'ai lu, c'est quoi, c'est une nouvelle, on considère ça comme une nouvelle, Pierre Boulle? Non, c'est un roman. Bon, C'est un le roman. le roman de Pierre Boulle, du coup, que j'ai lu. Et j'ai maté récemment le premier donc, de 68 que j'avais jamais vu également, même si moi je connaissais le twist déjà. Et le 2 que j'ai maté hier, qui est une sombre merde, La planète des singes 2. J'ai pas vu le reste, celui de Tim Burton non plus. J'avais un bagage assez conséquent et je comprends ce que veut faire la saga en globalité, que ce soit le roman ou les films. Donc, Bon, moi de toute façon j'ai tout lu, j'ai tout vu. Je suis gros fanboy de la saga. J'ai juste pas regardé les séries des années 80, mais bon, faut pas déconner. Oui, grosse déception. Grosse déception. Ouais, grosse déception. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment une suite de la trilogie moderne. Trilogie moderne, on considère que vraiment ça repart de zéro hein, en matière de diégèse, de tout le récit. Mais même par rapport à la trilogie originelle, il est pas cohérent avec lui-même. Je sais pas si ça vous a donné. Du coup, Héloïse, non, tu les as pas vu. Mais le postulat de base avec lequel on a abandonné le troisième film, c'est même plus le même quand on commence ce quatrième film. parce que j'ai l'impression qu'il veut raccrocher les wagons avec la saga originale, ce qui n'a pas forcément de sens. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que 200 ans se sont passés et que des fois, la civilisation se construit autrement. Enfin, tu vois, c'est pas si grave que ça. Ouais, mais genre à la fin du 3, les singes, ils ont quand même des armes. Et au début du 4, ils découvrent que... Oh, dis donc, une arme à feu, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je me dis, dans l'évolution de l'humanité, il y a déjà eu des régressions, tu vois. Est-ce que ce serait pas possible là aussi? Parce qu'ils avaient des armes et puis ils ont oublié ce que c'était. Il s'est quand même passé 200 ans entre les deux films, non? Après, c'est quand même un peu le postulat du film de 68, que l'humanité régresse. Donc, c'est pas non plus... Après, c'est vrai que 200 ans... Enfin, dans le premier film, c'est 3000 ans, quoi. Là, c'est 200 ans, donc je suis d'accord que c'est un peu... Mais surtout, moi, j'ai trouvé que pour avoir vu les deux à la suite... Il y a beaucoup de trucs où on a l'impression que c'est aussi un peu un remake du premier quand même. Enfin, un remake, je sais pas, mais qui a
beaucoup de... Enfin, il ressemble au premier quand même, celui-là, je trouve. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à l'original. Parce que la trilogie moderne, là, elle reprend un peu là où commence le 3e film de la saga originale, c'est-à-dire vraiment construire le background de la planète des singes. Alors que là, on y est vraiment pleinement. En fait, j'arrive pas à savoir où le film veut en venir, en fait, vers quoi il tend. Toute la première heure, je me suis posé la question, où est-ce que tu veux aller, film ? Que veux-tu me dire, que veux-tu faire avec tes personnages ? Déjà qu'il n'y a pas grand-chose, je trouve, niveau scénario dans ce film, parce que normalement la planète des singes, c'est une saga qui brasse avec beaucoup de pertinence, beaucoup de sujets, et là, dans celui-là, il n'y a pas grand-chose comme sujet pertinent et actuel qui est brassé pour nous faire confronter ça, quoi. C'est quand même des films très politiques, quoi, la planète des singes, l'arme nucléaire, tout ça, enfin ça évoque quand même des sujets hyper politiques, et là, on sent une espèce de... Quand il lui dit, oui, vous les humains, vous voulez tout contrôler, un espèce de message un peu, je sais pas, écolo, ou un truc comme ça, mais... Parce que en plus, oui, ça se passe dans la nature, tout ça, qui revit, tout ça, mais enfin, ça reste pas très... comment on dit, c'est pas une grande prise de risque, quoi, en termes de message, je trouve. C'est très sur la surface, finalement. Voilà. Du coup, tu as pu constater avec l'original. L'original, il arrive quand même, en un film de 1h50, à parler... alors, de la guerre nucléaire, de la guerre froide, mais surtout à parler de notre rapport à l'animal, au traitement scientifique qu'on fait aux animaux. Donc il y a un renversement des valeurs et des codes, la question de l'ethnologie, de la déontologie, de la religion. Il y a énormément de choses qui surviennent et qui sont brassées dans l'original. Et là, dans ce film-là, il y a un thème qui pop à un moment, c'est la question de réutiliser des écrits ou des dires anciens de figures quasi religieuses, quasi historiques, pour une utilisation politique. Très mauvais scénario. C'est que Voilà. tu sens que le mec qui a écrit ça a vraiment pris des petits éléments et les a parsemés. Genre, ah là, je dois mettre ça, hop, je le mets là, je le mets ici, tu vois. Ouais, mais... C'est super mal orchestré, en fait. Ouais, tu mais vois. avec le concept de la planète des singes, tu peux parler tellement de trucs. Et là, le film décide de parler de ça subrécitement, et tout le reste, Ouais. il en fait rien. Il en fait rien. Alors que c'est le meilleur concept pour Il y a- faire c'est un film d'anticipation, hein. C'est de l'anticipation, et il n'y a rien qui en ressort de cette histoire d'anticipation. Non, mais il y a plein de trucs. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans le film, c'est vraiment le personnage de Nova, enfin de May. May. Voilà, exactement. Et j'ai l'impression que le film, genre, il dure 2h20, le film, c'est ça ? Oui. Et effectivement, il se passe rien. Et les relations entre les singes et cette humaine, d'un coup, t'as l'impression qu'ils sont meilleurs amis, qu'ils s'adorent, etc. Alors que je n'y crois pas un seul instant. C'est trop mal fait, quoi. C'est quand même important. Tout le film repose sur une sorte d'amitié entre un singe et une humaine. La bande-annonce le vend comme ça. Et le mec, enfin le singe, se met subitement à l'adorer, genre au bout de quelques minutes, quoi. Au début, il la craint quand même, mais... Ouais, mais tu vois, ça se renverse facilement. Et du coup, tout le film, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que la relation entre les deux, elle marchait pas, tu vois. J'ai l'impression que c'était faux, c'était un peu bon. Oui, il faut qu'il soit ami avec elle, bon bah il sera ami avec elle et voilà, hop, tu vois. Rien n'est vraiment bien construit. Comme tu dis, hein, rien n'est construit, mais genre même l'univers en soi, il est ultra tangible du début à la fin, quoi. Donc, parce que tu vois cette histoire de nouveau royaume des singes... Exact. Il n'y a pas suffisamment de background pour que ça fasse cohérent et genre tu te sens impliqué. Du coup, pendant 2h20, tu te fais un petit peu chier. Surtout, enfin, moi je tergiverse un peu avec comment tu représentes cet univers-là. Et puis je trouve que la DA, la direction artistique, elle est pas inspirée. Tu vois, on ressort un peu des films de Matt Reeves et Rupert Wyatt qui étaient, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais genre c'est inspiré, quoi. Le 3e, ça s'inspire du western, ça s'inspire d'Apocalypse Now. Il y a des vraies inspirations de films. Là, c'est très random, quoi, en matière de visuel, en matière de mise en scène. Il y a pas. De même chez narratif, tu vois, t'as un héros qui part d'une sorte de quête initiatique, qui rencontre une sorte de vieux sage. Le vieux sage, bon bref, on va pas spoiler, mais effectivement, moi ce que j'avais adoré avec la trilogie moderne, et le 3 est incroyable, c'est un western en fait. C'est que tu vois des singes monter sur des chevaux pour partir en quête de vengeance, il y a vraiment un truc trop bien. Et là, je me suis fait chier en termes de narration de tout, quoi. Il y a aussi des singes sur des chevaux pour toi. Ouais, mais non, mais dans le 3, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment genre ça commence, du coup tu l'as pas vu, mais c'est voilà le personnage principal qui vit un événement traumatisant et qui part en quête de se venger de cet homme qui... Non, mais à partir de la planète des singes, il en a fait un vrai film de vengeance, quoi. Et chaque film en fait est un moyen de revisiter des genres de cinéma en fait. J'essaie de trouver un exemple pour le 2. Bah, le 2, c'est un film politique quasiment, parce que c'est un film qui re-questionne la légitimité pour une seule personne de diriger toute une communauté. C'est un film qui dit, voilà, il y a des communautés qui sont dirigées par une seule et même personne, et selon les positions politiques de cette personne-là, bah, ça peut être très bien, comme ça peut être complètement de la merde. Ouais. En tout cas, le réalisateur dont j'ai oublié le nom... Wes Ball. Wes Ball, tu vois, il a repris cette saga pour en faire juste un film où il coche les codes d'un film grand budget, mais sans bien construire ses personnages, sans rien bien construire, quoi. Moi, je trouve que
Parce que tu disais le thème de une personne qui dirige tout ça, donc il y a un peu ça avec Proximus, c'est ça son nom. Mais je trouve que ce personnage, il est vraiment pas intéressant. Ah oui, Il est vraiment totalement, ouais, inintéressant. Et au niveau des personnages, c'est soit ils sont vides, genre vraiment Noah, je m'attache pas à lui. Il y a peut-être Raka qui est le sidekick qui rencontre vite fait, qui est un peu attachant, et puis voilà. Ou alors sinon, je trouve qu'ils en font trop. Proximus, pour moi, c'est trop quoi. Bah, surtout que Proximus, quand tu comptes un petit peu, il apparaît dans 4 scènes. Ah oui, Ouais, c'est clair. mais il en fait trop. Déjà, rien que dans la bande-annonce, je trouvais que ça en faisait trop. Il en faisait trop le perso. Donc, Mais il est hyper caricatural, quoi. C'est le chef méchant. Il a aucune profondeur en fait. Alors que- C'est juste le chef méchant et c'est tout. c'est ça, c'était pour contrecarrer un peu, parce qu'il s'appelle Proximus César. Donc, du coup, c'était pour un peu faire le parallèle avec César dans la trilogie de base, qui était plus posé, qui était vraiment pas dans la confrontation, et qui était. En fait, qui se confrontait quand il y avait besoin de la confrontation, et que là, lui, c'est grandiloquent, c'est tout ce que tu veux, et. Non, quoi. Mais c'est Ça, marrant ça parce fonctionne pas, quoi. C'est marrant parce que j'ai commencé à me dire pendant le film, tiens, il pourrait en faire une sorte de caricature de Napoléon et ça pourrait passer pour un truc intéressant. Sauf que comme il apparaît tellement pas dans le film et qu'à chaque fois il est là avec des grands sabots, avec des grands discours, c'est juste une caricature. Mais tous les personnages sont archétypaux en fait. Genre, y a rien qui est vivant dans ce film. Et donc, on parlait de tout ce qui était scénar, mais tu parlais de Westball, du coup, mais c'est pas la mise en scène qui va attraper quelque chose, parce que pour moi, la mise en scène, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Non, C'est du assez basique. Donc, mais je trouve que c'est un film patchwork en plus, parce que ça pioche des références partout. Au début, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo, s'il te plaît. On parlait, on a l'impression qu'au début, dans chaque jeu vidéo, t'as un didacticiel qui te montre comment jouer au jeu. Et là, c'est vrai que le début, ça fait un peu ça. J'étais vraiment en mode, ok, Nathan Drake, bien. Mais après, tu dis ça, non, je trouve que c'est trop bien parce que comme c'est des singes, et il le dit dans le film à un moment, on a 4 membres qui nous permettent de nous tenir à plein d'objets. Bah, c'est trop bien que ce soit catastrophe à la Nathan Drake, comme tu dis. Il y a un vrai plaisir, mais c'est ce que. Moi, voilà, j'ai pris du plaisir peut-être dans ce film parce que j'aime ces scènes de catastrophe où t'as un personnage qui je retrouve à tomber dans les airs, à s'accrocher à des trucs. Enfin, moi, j'adore, c'est pour ça que je joue Uncharted, c'est pour ça que. Donc, ce côté jeu vidéo, finalement, moi, je kiffe, moi, je prends mon pied, tu vois, non? Pas vous? Bon non, parce que c'est pas si présent que ça dans le film. Enfin, Non, tu non. le compares aux autres, là, par exemple le 2 où le Ah, non, mais climax il se passe dans une tour qui se détruit au fur et à mesure du climax. Là, ça déboîte. Là, c'est. Bah, on peut comparer, tu vois, effectivement, la climax, du coup, c'est pas du tout dans une tour en hauteur, c'est plutôt dans une sorte de sous-marin. Ouais, mais le truc qui est intéressant, vite fait, c'est que du coup, ils sont obligés d'utiliser leur habilité de singe de pouvoir grimper rapidement. Ok, d'accord, mais Ouais. c'est juste ça, quoi. C'est vrai que si on compare aux deux, putain, le climax du 2, faut que tu vois les films. Ouais. C'est vraiment bien. Franchement, C'est c'est. vraiment bien. Non, Mais vraiment. tous, franchement, l'ensemble de la saga, alors il y a quelques ratés, hein, mais dans la saga originale des années 60-70, il y a 5 films. Le 1 est un chef-d'œuvre, le 2 est nul, mais le 3 et 4 sont vraiment très intéressants aussi, et ça arrive à brasser des questions. Le 4, c'est un vrai film dystopique, genre c'est vachement inspiré de 1984, et c'est trop bien. Franchement, le 4 est une petite merveille d'anticipation, mais là, effectivement, le film ne brasse rien. Après, visuellement, genre les effets spéciaux, moi je trouve que ça passe. Je sais pas si pour Oui, vous, moi je trouve visuellement c'est pas mal, mais enfin c'est pas mal. Après c'est pas non plus C'est pas renversant, révolutionnaire, renversant, C'est incroyable. beau, mais du coup, la mise en scène en fait rien. Tu vois. Ouais. Bah après c'est vrai que les singes en 3D animation image de synthèse c'était impressionnant en 2011 quoi, ou 2011-2014. En 2024 on les a vus maintenant, donc ça ne nous surprend peut-être plus, mais après les détails des poils, les détails des blessures, moi je trouve ça toujours très chouette quoi. Ça va plus loin encore, mais ça atteint pas un nouveau cap qui fait que waouh, c'est le nec plus ultra des effets spéciaux. Je suis même pas sûr que ce soit ILM qui s'en occupe cette fois. Pas fait gaffe. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Parce que j'ai l'impression qu'on est très à démonter le film et on a des qualités à ressortir un peu tout ça. Bah, Héloïse, t'es la seule à avoir dit que ça va, genre. J'ai pas passé un mauvais moment. En fait, je trouve que la première heure est très longue, très lente. Ouais, Il d'accord. se passe un peu rien. La deuxième heure, ça allait un peu mieux. Enfin, je me suis laissé porter par l'histoire et je trouvais ça allait. Je me suis pas ennuyée quoi. Après, je suis pas sortie en me disant c'est un grand film, quoi. Je me suis dit c'est divertissant. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé au final, ce que je disais, c'est qu'en fait, je trouve que vraiment c'est gros sabots à mort, quoi. C'est vraiment regardez, on est des singes. Allez, on descend. Non, mais c'est vraiment oh les singes ont pris, oh les humains ils veulent tout reprendre. Enfin, c'est déjà fait dans le 1, c'est pas original. Et le message de oh les humains voulaient tout prendre. Ouais, rien n'est subtil. Ouais, Proximus qui ressemble à un espèce de Jules César. Fan de César, je sais pas, ça marche pas. Enfin, tout est tellement caricatural en fait. Même j'ai pensé que, je sais pas si c'est le but, mais je sais pas si Noah c'est une référence biblique à l'Arche de Noé. Oui, Ouais, probablement. Sans doute.
Mais même ça, enfin, c'est genre Noah, il est gentil, il veut sauver tout le monde. Mais je sais pas, je trouve que tout est Pas d'épaisseur. pas d'épaisseur, c'est ça. Oui. Après, c'est pas un mauvais moment. Genre, il y a des films où des fois je me dis c'est horrible, j'ai envie de partir. Là, non, c'est pour ça que je dis ça va. Mais sinon, Mais il fait beaucoup de références bibliques, même, tu vois, bah, moi je pensais au 1, César, c'est clairement Moïse avec le pont qui finalement est la mer qui coupe en deux pour faire passer les singes, tu vois. Ah, mais il y a de ce truc la saga, partout dans la saga, effectivement. Et ouais, Noah, c'est vrai que j'ai pas tilté, mais ouais, sûrement, ouais. Bah, c'est vrai que dans le deuxième film des années 70, il y a quand même des gens qui prient la sainte bombe nucléaire. Oui. Donc la question de la religion, elle est toujours présente dans la Puis saga. Dans le climax, ça ressemble, ouais, ça rappelle grave l'Arche de Noé, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Mais même par rapport au livre, par exemple, à un moment, t'as la May qui parle d'un livre qui pourrait redonner la parole aux humains. Ah oui, il m'a fait très rire parce qu'il me dit à un moment, les singes ils regardent un livre pour enfants et il me fait ah putain, c'est ça le livre dont elle parle. Mais non, mais genre, il y a un livre avec écrit A, B, C. Tiens, les signes créent des mots, t'es en mode. Et elle parle plutôt d'un bouquin qui t'apprend à lire. Tu te dis, attends, c'est Alors pour ça que- qu'elle a fait ce voyage-là. Alors qu'en vrai, moi j'ai pensé direct que c'était la Bible ou un truc comme ça. Bah non, en fait, c'est juste la carte mère, là, je sais pas quoi, qui récupère dans le truc. Un MacGuffin avec des très très gros ficelles narratives. Parce que c'est pas, ils ont oublié comment parler, c'est juste pour pouvoir se parler entre eux. Enfin, voilà. Et je tiens à dire que ils ont fait un putain de bunker parce que les installations électriques elles sont nickel, hein, encore 200 ans, 300 Oui. ans après, elles sont encore nickel. Hein. Ça aussi, ça fait partie des choses qui font qu'on n'arrive pas à y croire, quoi. Ça fait 200 ans que l'humanité, elle est en déclin. La meuf, elle appuie sur un petit bouton et d'un coup, oh, les tanks et les armes et tout marche. Mais même, je sais pas, genre le singe qui dit on voit pas du tout d'humain, et puis il marche un peu avec son cheval, et non, il voit tout un groupe. Et t'es en mode, bah si, il y en a juste à côté, tu vois, genre. C'est ça, non mais c'est... Enfin bon, pas un très bon moment. Ça donne pas envie de voir la suite, hein, parce que visiblement, il y aura des suites. Bah oui, il y en aura. Et après, ça dépend de si le film marche, tu vois, je sais pas, non. Est-ce que c'est déjà acté qu'il y a des suites, ou si vraiment le film se casse la gueule, bah il y en aura pas. Vu le cliffhanger, et puis à mon avis, la Fox, elles ont envie de... Ils ont... Bah non, c'est même plus la Fox, c'est la 20th Century Studio. Maintenant qui appartient à Disney. C'est c'est lucratif, hein, la saga, hein. Donc ils ont tout intérêt à relancer. Je veux dire, ils vont pas relancer un one shot comme ça. Ils se disent il faut relancer la saga, mais sur quelle base tu relances ta saga? Peut-être que, voilà, moi j'ai encore beaucoup d'espoir. Peut-être qu'ils vont donner la suite à un autre réalisateur qui va en faire quelque chose comme a pu faire Matt Reeves, tu vois. Enfin, c'est toujours possible. Nous verrons. Nous verrons. En attendant, on a passé on n'a pas beaucoup aimé ce film-là, mais à vous tous là qui n'avez pas encore vu beaucoup de Planète des Singes, moi je continue de vous recommander. Et puis le bouquin, franchement, Le cours, du coup, j'ai cru comprendre. Ça se lit facilement. Ça se lit ultra facilement, vraiment. c'est 130 pages, c'est une Un peu merveille. plus, un peu plus, mais. Mais du coup, en 130 pages, j'arrive à parler d'autant de trucs. Enfin, tu vois, je pensais que c'était un gros bouquin, la Planète des Singes. Ah non, 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 Ah, non. c'est d'une simplicité, mais je te jure que c'est trop bien. En fait, la petite histoire, c'est que le bouquin, Pierre Boulle, puisqu'il est français, hein, c'est une histoire française de base, il a vendu les droits d'exploitation, les droits d'adaptation, à la Fox avant même la parution de son bouquin. Et le bouquin et le film original sont sortis vraiment à 6 mois d'intervalle. Ah oui, il l'a presque écrit pour eux, en fait. Mais en fait, le bouquin et le film n'ont pas grand-chose à voir entre eux, si tu veux. Parce que le film prend clairement parti sur le fait que c'est un film américain, alors que le bouquin est français, tu vois. Donc c'est toutes les subtilités qui vont jouer, et du coup, je recommande 100% le bouquin. Si on aime Barjavel, on peut lire du... Si tu aimes Barjavel, tu vas préférer La Planète des Singes. Les chiffres. Alors pour les chiffres de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, c'est un budget de 160 millions de dollars. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on reprend les budgets de la trilogie des années 2010, on est dans les eaux des deux derniers, puisque L'Affrontement avait coûté 170 millions et War, donc Suprématie, avait coûté 150 millions. En ce qui est du premier jour France, qui était le 8 mai, qui est un jour férié, précisons, il a fait 240 102 entrées. C'est le troisième meilleur premier jour de l'année. Et pour son premier week-end aux États-Unis, il a fait 56,5 millions de dollars de recettes, et en ce qui concerne le cumul mondial, il a fait 129 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Ok, très bien. Et on abandonne le monde dystopique de La Planète des Singes pour partir vers des horizons de western. En fait, on a invité Héloïse, mais on est sur un épisode avec des genres et des thèmes qui sont pas du tout pour Héloïse. c'est vrai que c'est pas les films que je regarde le plus. Si vous m'aviez invité pour parler de La Salle des Profs, parce que j'ai vu que vous en aviez parlé, j'aurais eu probablement plus de choses à dire. Après, j'ai vu les deux films. Les westerns, j'aime bien, moi. J'en regarde pas énormément. J'en ai pas vu énormément. Je suis pas une connaisseuse. Mais j'ai des choses à dire sur le film. C'est un film de Viggo Mortensen. Moi, je savais pas que Mortensen, il faisait des films. Mais en fait, c'est son deuxième déjà. En 2020, il avait réalisé Falling. Et cette année, donc, il revient derrière et devant la caméra avec un western romantique qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. C'est ici? Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. Nous sommes une communauté tranquille. Et nous voulons le rester. Foutaise. Je cherche un emploi. GG. Pourquoi?
J'adore travailler et gagner mon propre argent. L'Ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigrée d'origine danoise, Vivienne Lecoudi, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maire corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surtout résister aux avances plus qu'insistantes de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes, ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. Putain, il dit tout le film, le pitch, là, c'est pas possible. Un petit peu, et puis je pense que... Moi, je trouve qu'il dit pas tout le film, justement. Il te dit de tout ce que dit la bande-annonce, mais pas le film, finalement. Ouais, mais moi j'avais pas vu la bande-annonce, donc je suis arrivé vraiment devant le film sans rien connaître. Ok. Quel est votre rapport à Mortensen? Si vous avez vu des films de lui avant? Alors, il a réalisé qu'un seul film avant qui s'appelait Falling et que j'avais vu. Et il est bien? Oui, très bien. Superbe performance de Lance Henriksen qui joue le père de Viggo Mortensen. C'est marrant parce que là on a quand même un western qui se passe aux States par un réalisateur américano-danois, mais qui met vraiment en scène des personnages qui sont des immigrés sur la terre américaine. C'est-à-dire, ça dit quand même quelque chose, c'est le thème même du film finalement. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous, jusqu'au bout du monde? C'est un peu longuet. Moi, j'ai pas trouvé ça longuet, honnêtement. Je me suis pas ennuyée. Par contre, je trouve, c'est un peu vendu comme un western féministe. C'est ce que j'ai lu un peu des critiques, c'est le terme qu'on retrouve partout. Et je trouve ça un petit peu excessif, parce que je trouve pas que ce soit un film à proprement parler féministe. Je pense pas que je me serais dit c'est un film féministe si j'avais pas lu les critiques qui disaient ça. Parce que je trouve que c'est un film qui effectivement donne une place importante aux personnages féminins, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de films quand même qui donnent des rôles importants à des femmes. Et ça peut être à la limite féministe dans le sens où ça montre ce que c'était que la vie d'une femme pendant la guerre qui attend son mari, mais le film n'a pas un propos à proprement parler féministe, quoi. Elle a une vie de femme comme toutes les autres femmes de l'époque, elle attend son mari, enfin... Voilà, je trouve que je sais pas tellement pourquoi le mot féministe revient dans beaucoup de critiques comme ça. C'est quelque chose qui revient beaucoup, genre le western féministe, depuis quelques temps. Il y a quand même pas mal de films qui ont marqué ce genre. T'as genre The Power of the Dog, qui est sorti sur Netflix avec Cumberbatch et je l'ai vu, ouais, ça. Kristen Dunst. T'as plein de trucs, t'as The Nightingale de Jennifer Kent, qui avait fait Babadou, qui était passé sur le western féministe. Donc je pense que oui, c'est un mot un peu genre un peu vulgarisant. Enfin, tu vois, c'est juste pour dire, bon, on parle d'une femme dans le western, qui de base, le western est vraiment un genre où c'est masculin. Des hommes se tirent dessus et une femme se fait agresser et écartée du récit, tu vois. Et là, du coup, on arrive dans un film où la femme est aussi écartée du récit, parce que ça commence, c'est ça qui était super cool dans le film, c'est que le film est structuré de manière où on commence par la fin et on revient un peu dans le passé à travers les pensées du personnage. Donc elle est écartée du film, la femme, mais en même temps elle reste dans le film. C'est son rôle même, c'est qu'elle est extérieure à l'histoire, mais elle subit c'est ça. En quelque sorte tous les désagréments de l'histoire des États-Unis. Donc je pense que quand il parle de western féministe, c'est que la femme reste comme dans le western basique, c'est-à-dire agressée par les hommes, enlevée du film, mais en même temps elle arrive quand même à rester maître du film. C'est assez fort, moi je trouve. Non, et puis le personnage de Vivienne, c'est un personnage fort. Je trouve que c'est un personnage que j'avais jamais vu auparavant, qui est un personnage qui est très rêveuse, très enfantine, je trouvais, et j'ai adoré. Moi, j'ai adoré le personnage. Mais tout en ayant quand même une personnalité, quoi. Ah oui, totalement. Elle a vraiment une personnalité, et ça on te le montre dès le début. Mais c'est marrant parce que tous les autres personnages autour d'elle, genre le personnage de Viggo Mortensen, il est caricatural presque, parce que c'est le gars gentil, doux, très patient. Un petit peu. Et l'autre là, comment il s'appelle déjà? Weston? Le fils? Ouais, Weston. Ça, c'est un cliché sur pattes, mais en même temps, genre c'est un cliché sur pattes qui sert un petit peu la narration, qui sert le propos du film. Mais ça reste vraiment un très gros cliché. Alors que elle, justement, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup plus de profondeur, qui a plus de... Elle a été mieux écrite que les autres personnages. Parce que le film part d'elle. Moi, c'est un truc que je trouvais trop beau. Ça commence par le cadavre de Vivienne, qu'on enterre. Et à partir de ça, en fait, elle macère dans cette terre. Et c'est là où les souvenirs ressurgissent. Donc il y a un truc... Moi, j'ai beaucoup aimé le film, pour le coup. Ça, du coup, ce qui permet à Viggo Mortensen de faire un truc qu'il faisait déjà dans Falling, mais de manière beaucoup plus simple, c'est de l'alternance des temporalités. Dans Falling, il joue sur ça, sur deux temporalités, le présent et le passé, mais là, il joue sur plusieurs passés, donc c'est un truc qui va encore plus loin dans ce truc-là, et ça, c'est vraiment très intéressant dans le film, je trouve. Mais moi, je suis con. Au début, j'ai cru que le futur, c'était le passé, et le passé, c'était le futur.
Moi aussi. Voilà. Du coup, j'ai pas compris, tu vois, genre je l'ai vu enterrer une femme, j'ai pas fait le lien, et après tu le vois re-rencontrer la même femme. J'étais en mode, mais attends, ça c'est le futur, mais qu'est-ce qui se passe? Il est passé où le gosse entre-temps? Moi, je me suis dit, mais il est où son gosse? Puis après, je me suis dit, bon, c'est que ça doit être une autre temporalité. Finalement, il re-rencontre sa femme à travers les souvenirs qu'il a d'elle. C'est beau. Non mais voilà, moi j'ai bien aimé cette structure du film et le personnage de Vivienne vraiment Moi, c'est surtout la vibe du film que j'ai beaucoup aimé. la vibe. C'est ouais, non mais en vrai, c'est un film qui est gigadou. Déjà, je trouve la musique magnifique. Puis c'est jamais un film qui t'agresse. Pourtant, il y a des choses très odieuses qui se passent et dans lesquelles t'es révolté. Mais le film arrive très facilement à te guider vers des émotions très douces et t'es bien dans ton canapé. Bah c'est ça, parce que c'est des personnages qui normalement seraient en deuil, mais je les sens pas si endeuillés que ça, et même moi en fait, j'ai pas eu... Alors certes, tu sais qu'elle meurt dès le début, et quand tu vois, tu comprends, et t'as de l'empathie pour le personnage, mais à la fin, j'étais pas en mode... je me suis pas senti en deuil, quoi. Enfin, Mais on en parlait en plus dans La planète des singes, c'est un western, on est bien d'accord. Et un western, c'est souvent vengeance, un personnage qui cherche à se venger. Et là, en fait, tout le film, c'est un personnage qui ne cherche mais absolument pas à se venger, qui veut juste continuer sa vie et s'occuper de son gosse, et voilà quoi. Donc en fait, quand tu disais une sorte d'esthétique doux, une vibe, effectivement, c'est un film qui est vraiment un western. Mais tout le film cherche justement à s'évader de ça et à entrer vraiment dans un truc juste beau à regarder, quoi. Non, et puis toute la question de la terre et de cette terre. Alors, t'es un Danois, t'es une Canadienne, et t'arrives sur cette terre américaine, et en fait, tu t'en fais tienne. Finalement, c'est un beau discours qu'il amène là à Mortensen, parce que lui-même, c'est un américano-danois, et il vient dire que voilà, les gens qui se sont allés se battre pour la guerre de sécession, c'était pas nécessairement des Américains de pure souche. De toute façon, un Américain de pure souche, ça n'existe pas. Et justement, c'est la terre telle qu'elle est, c'est une terre qui s'accomplit, qui s'approprie chacun en la travaillant. oui, même en général, c'est un film qui parle beaucoup de ce qu'on lègue. Vivienne qui dit qu'elle est orpheline, puisqu'on voit son père mourir, mais pas sa mère, mais on comprend qu'elle est morte. Vivienne lègue aussi l'histoire de Jeanne d'Arc à son fils, parce que sa mère lui avait déjà légué. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants. Et sur la question des langues, parce que mine de rien, c'est un film qui mélange pas mal de langues, et ça, je trouve ça chouette aussi, tu vois, parce que d'avoir un peu de québécois dans un film de western américain, je sais pas ce que ça vous invite, ce que vous évoque. Ouais, je suis d'accord, mais déjà pour les langues, c'est intéressant parce que même Vicky Krieps, l'actrice, je crois qu'elle est... Mince, elle est quoi? Franco-luxembourgeois, je crois. Franco-luxembourgeoise, ok. Et elle a joué dans des films... Elle a joué dans un film français, elle a joué dans Plus que jamais avec Gaspard Ulliel. C'est un film français. Attendez. Elle a joué dans Les Trois Mousquetaires de toute façon. Ok, dans Les Trois Mousquetaires, et elle a joué dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ah oui. Donc elle parle des langues différentes selon les films, quoi. Elle fait en français, en anglais, là maintenant avec l'accent québécois en plus. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur les langues et sur la question des langues et des origines, quoi, des personnages. Puis la langue que tu lègues à ton enfant aussi, quoi. Ah parce que Vincent, du coup, il parle en français parce que c'est sa mère ce que lui a appris. Il faut qu'il apprenne l'anglais avec son père. C'est un beau film qui m'a vraiment touché. À la fin, moi, je la trouve très douce. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on dit que le film est doux, mais le film, il s'ouvre quand même sur un meurtre. Mais oui, mais et genre, tout le titre commence. du film, il apparaît en rouge avec juste en bas de l'image un cadavre. Et moi, quand j'ai vraiment commencé le film comme ça, je me suis dit, wow, putain, il sort les grands sabots, tu vois. C'est presque comme si au tout début, il te met tout ce que tu veux d'un western, et puis après, il se dit, bah non, je C'est me non. casse de ça et je te fais un autre film, en fait. En fait, c'est un film d'amour après, quoi. C'est une Ouais, romance, c'est ça, tu vois. Ouais. Et c'est un film d'amour, tu vois, effectivement. Mais moi, je m'attendais vraiment à un truc très cliché où, genre, les deux s'aiment, tu vois, genre, s'aiment vraiment à la folie, que ça prend vraiment du temps à s'installer. Et il y a vraiment plein d'ellipses dans le couple où tu avances très rapidement dans ce qu'ils vivent. Et finalement, le personnage de Mortensen, il est pas si parfait que ça. Ah Il est non, quand même non, des mais- fois un peu exécrable. Enfin, tu vois, le mec se barre. Non, et puis la meilleure partie du film, c'est quand il est pas là non plus. Oui, mais Ouais. moi ça me fait penser sur ça, justement, Fred, tu disais dans les westerns, la femme elle est éclipsée de l'intrigue, mais là c'est littéralement lui qui est éclipsé, enfin on le voit plus dans le film pendant super longtemps. Et il réalise un film, il est le personnage principal de son film, mais quand même il Il s'éclipse s'éclipse, ouais. pour laisser la place au personnage féminin, donc dans ce sens-là, oui, c'est un film assez... en tout cas qui met en avant une femme. Après, je tiens quand même à dire un truc que Owen nous a fait remarquer en sortant du film, c'est que il a quand même pris pour une actrice pour jouer sa femme qui a 25 ans de moins que lui. Donc c'est pas non plus... Ça, c'est le côté un peu moins féministe, on va dire, du projet. Mais non, moi j'aime bien le film en tout cas.
J'aime bien, et puis c'est typiquement le genre de film devant lequel je m'endormirais très paisiblement. Et ça, c'est marrant, tu l'as déjà redit, mais tu sais que de base, c'est négatif de dire ça. Mais toi, tu dis, mais elle a l'air tellement mignonne en mode, non, mais je m'endormirais devant en mode. Mais du coup, ce film, est-ce que vous êtes habitué du western féministe? Est-ce que vous aviez vu du coup Power of the Dog Ah non, du coup, mais ça me donne envie d'en voir un peu plus. Power of the Dog qui est Ouais, incroyable j'ai pour vu le ça. coup. Ouais, c'était bien. Là, vraiment bien, tu vois. Qui est aussi un personnage féminin vraiment marquant. Et tu sais pourquoi moi j'en ai aucun souvenir alors que je l'ai vu? Parce que je l'ai vu chez moi, je l'ai pas vu au Ouais. ciné. Moi, j'avais eu la chance de le Ah, voir moi, au je l'ai cinéma et c'était fou. Et The Nightingale qui est un mauvais exemple, tu vois. Là, c'est une femme qui se fait agresser par des hommes. Ces hommes tuent son mari, tuent son enfant et elle veut se venger et ça part vraiment en western là pour le coup, vengeance quoi. Mais c'est marrant parce que déjà, cette histoire de western féminin, j'ai l'impression que ça existe depuis déjà une dizaine d'années. Parce que t'avais déjà True Grit, qui enfin, je les ai pas vus, True Grit et The Homesman, je crois, de Tommy Lee Jones, qui sont des films qui veulent mettre la femme au cœur du récit. Mais bon, sur les affiches, t'as quand même True Grit, c'est quand même Jeff Bridges à l'affiche, Homesman, pareil, c'est Tommy Lee Jones. Et là, j'ai l'impression que ça, voilà, cette histoire de, il y a encore du terrain à gagner, mais du terrain qui est un petit peu gagné pas à pas. Et je trouve aussi qu'on l'a pas forcément dit, mais Vicky Krieps, je trouve qu'elle est super dans ce film. Je trouve Oui. que c'est vraiment une Ah très oui. bonne actrice. Ouais. C'est très naturel comme jeu. Un très bel accent québécois. Ouais. Non, bah franchement, moi j'ai pas grand chose de mauvais à dire sur le film, à part peut-être que c'est un peu redondant sur la fin. Et même la fin elle est douce, mais pendant tout le générique de fin t'as la mer en fond. Bah ouais, non, mais t'es presque un petit peu triste de quitter le film tellement t'es bien. Ça me fait beaucoup penser, du coup, je trouvais ça marrant. Enfin, en plus, c'est Mortensen qui réalise. La fin, t'as Mortensen, son gamin sur la mer. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un film avec Mortensen et un enfant? Où c'est l'apocalypse, où il marche. Ah, mais je l'ai pas vu, La Route. Ah, bah voilà. Non, puis- C'est exactement la fin de la route. Moi par contre à un moment donné j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Non, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser à la route, parce que la route se termine comme ça, par le père et le fils Ouais. sur le bord de la mer. Et effectivement, ouais, tu parlais de la mer, mais oui, parce qu'il y a le générique. Moi, je suis resté jusqu'à la fin. Et la mer, après le générique, elle reste pendant 1 minute. Ah ouais? Et tu regardes juste une image de la mer, genre. Ah. Ouais. Et je me suis levé, et je me suis mis devant la mer. Et ma pote, elle s'est foutue de ma gueule. Ça, c'est le Parisien qui a pas vu la mer depuis 10 ans. Exact. Ce que j'en garde de ce film, c'est que c'est un film qui est violent, qui parle de trucs vraiment durs, mais qui est beau. Et qui est même un sens un peu apaisant à certains moments. Enfin, Exact. C'est ça. En tout cas, retour plutôt positif. Pour Jusqu'au bout du monde, encore une fois, c'est un film dont je n'ai pas réussi à trouver le budget. La France est avec la Belgique l'un des premiers pays à avoir pouvoir profiter d'une sortie salle de ce film, puisqu'il ne sort aux USA que le 31 mai. Et pour sa première semaine en France, le film a fait 77 705 entrées, c'était le 5e des nouvelles sorties, derrière un petit truc en plus, The Fall Guy, le tableau volé et les cartes du mal. Les recettes mondiales de la France et de la Belgique équivaut à environ 500 000 $. On arrive donc à la deuxième partie de notre émission et on commence avec les chiffres de Jérémy. Alors j'avais promis moultes et merveilles, il faut maintenant nous émerveiller. Tu me mets une pression parce que pour cette émission, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet que je voulais traiter depuis longtemps et qui est un sujet à débat ces derniers temps. La durée des films. D'où m'est venue cette idée? Alors pour rien vous cacher, avec Owen, on a un petit rituel le dimanche ou lors de jours fériés, quand on n'a rien à faire, c'est de mater des films longs. Qui demandent du temps, que t'as pas forcément le temps de voir en semaine après le travail. Quoi. Voilà. Dernier film en vue, c'est Jeanne Dielman de Ackerman qui dure 3h20, mais c'était vachement bien. C'était très cool, ouais. Ce rituel m'a fait repenser à une réflexion qu'on entend de plus en plus, les films deviennent plus longs qu'avant. Alors en effet, rien que sur l'année dernière, on peut noter Oppenheimer qui dure 3h, Babylone qui dure 3h09, le fameux Boys of Fred qui dure 2h59, Napoléon qui dure quasiment 2h40, tout comme Tar, John Wick 4 avec ses 2h50, et bien évidemment Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui pointe à 3h26. J'ai donc voulu tester cette réflexion via un système qui certes n'est pas parfait et a ses défauts, mais qui pourrait bien éclaircir et mettre des valeurs factuelles sur cette idée. Alors vu que le grand public a cette réflexion, j'ai pris les films qui ont attiré le plus de public. Cela implique que j'ai pris les 20 films ayant fait le plus de box-office mondial de chaque décennie depuis les années 1920 jusqu'aux années 2020. Certes, la décennie 2020 n'est pas finie, mais c'est pour faire le comparatif. Et j'ai calculé la moyenne de ces 20 films, de la durée de ces 20 films, par décennie, en prenant bien évidemment en compte les durées des sorties cinéma. C'est là qu'un contre-argument dont je suis pleinement conscient qui peut m'être incombé, ce n'est pas forcément les 20 films ayant fait le plus de box-office mondial qui sont forcément les plus longs. Si on prend l'exemple de Killers of the Flower Moon, ces 3h26 ne sont pas comptabilisés dans la décennie 2020 puisqu'il ne fait pas partie des 20 films ayant engrangé le plus de recettes en cette début de décennie. Donc j'ai fait toutes ces recherches et voici ce qui m'est apparu. Et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, des chiffres. Pour répondre à la question, est-ce que les films qui atteignent les plus hautes sphères du box-office sont de plus en plus longs? La réponse est oui, depuis les années 80, car la réponse est un peu plus complexe et on peut voir une sorte de schéma. Si on prend des années 30 jusqu'aux années 60, on remarque une hausse significative de la durée des films, augmentant de 30 minutes, passant de 1h48 à 2h18.
C'est ainsi qu'après cette décennie 1960 qui a vu pas mal de films d'envergure et assez longs se casser la gueule au box-office, et que la vague du nouvel Hollywood est arrivée, que cette moyenne redescend sur les 2 décennies suivantes, 1970 où 16 minutes sont perdues passant de 2h18 à 2h02, et 1980 où 9 minutes sont perdues par rapport aux années 70, passant de 2h02 à 1h53. Par la suite, on remarque une hausse quasi constante, puisque si l'on compare la moyenne de la décennie 80 à celle de la décennie 2020, on remarque que la durée moyenne a également augmenté de 30 minutes, comme entre les années 30 et 60, passant de 1h53 à 2h23 pour la décennie 2020, ce qui en fait, pour l'instant, la décennie avec la moyenne de durée de film la plus longue. Depuis les années 2000, la moyenne est toujours au-dessus de 2h10. Avant ça, il faut remonter aux années 50 et 60 pour voir 2 décennies consécutives avec une moyenne de plus de 2h10. Donc la question est complexe car on l'a vu, il y a une sorte de schéma, une lassitude s'installe chez les spectateurs lorsque des films longs et coûteux ne font pas des scores faramineux. Les films deviennent en moyenne plus courts avant de redevenir plus longs. Peut-être que cette lassitude arrivera lors de cette décennie et que les années 2030 verront de nouveau des films qui font des gros scores durer moins de 2h10. Ça, l'avenir nous le dira. Et pour terminer sur un dernier chiffre, pour l'instant, sur cette année 2024, ce que je peux en tirer, c'est que la moyenne des durées de films que j'ai vus en salle est de 1h52. Alors, certes, tous les films que j'ai vus en salle ne feront pas partie du top 20 du box-office de la décennie, mais si je compare à l'année dernière, où j'ai vu en salle des films qui duraient en moyenne 1h57, cela fait une petite baisse. Mais bon, l'année n'est pas finie, et des films ayant des durées assez longues à sortir, comme Furiosa qui est proche des 2h30, Kinds of Kindness, le prochain Yorgos Lanthimos qui pointe à 2h45, tout comme le film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, mais aussi l'adaptation du Comte de Monte Cristo qui est proche des 2h50, ça peut vachement évoluer. Et je mise aussi également une durée assez longue pour Gladiator 2, connaissant Papy Ridley, et des films dont on ne connaît pas la durée pourraient bien nous surprendre dans un sens, en se disant c'est trop long pour ce que c'est, un peu comme La planète des singes de Nouveau Royaume, ou surprenamment un film ne dure pas aussi longtemps qu'on aurait pu le croire. Et c'est marrant parce que quand tu regardes le top 4 des plus gros box-office, du coup, qui sont Avatar 1 et 2, Titanic et Endgame, ce sont des films de quasi 2h40, 3h. C'est ça. Finalement, on aime bien voir les films longs. Bah, il y a des films fédérateurs comme ça, ouais, qui fonctionnent bien. Non. Non, Héloïse. Moi, j'ai une capacité de concentration un peu trop limitée pour les films longs. Enfin, genre, je suis pas non plus. Bien sûr, je peux en voir, mais disons que j'ai beaucoup plus tendance à me déconcentrer à un moment du film s'il est plus long, quoi. Enfin, ce qui est logique. Mais juste, du coup, j'ai cette question-là pour vous. Est-ce que vous considérez que vous, les films que vous voyez sont de plus en plus longs quand vous les voyez en salle, les gros films comme ça? Est-ce que vous avez cette sensation-là, vous, de base? Ça dépend de la cinéphilie qu'on a, tu vois. Moi, c'est vrai que je reste quand même dans un délire où je vois quand même encore un peu des films blockbusters, même si je me suis grave écarté de Marvel, du coup. Il y en a plus en même temps. Il y en a plus, mais même, tu vois. Donc, c'est vrai que vous j'ai remarqué que vous deux, vous étiez vraiment dans ce truc américain blockbuster, donc vous voyez pas mal de films de 2h20, voire plus. Moi, écoute, je m'en suis un peu écarté. Donc, Oui, mais vu que le grand public, lui, en général, va plus voir ouais, ça, non, tu bien vois, sûr, ils sentent qu'il y a une augmentation. Mais oui, bah, t'as dit les exemples des films récents, Babylone, etc. Ah oui, bien sûr, ça augmente de fou. Maintenant, en vrai, je dis que ça me dérange. Non, ça me dérange pas, parce que des fois, t'as des films, ils ont beau faire 3 heures, tant qu'ils sont bien construits et que ça se passe super bien, bah... Il n'y a aucun problème, moi je prends mon pied, je regarde le film, genre Babylone, tu vois, moi j'ai adoré. Hein. Mais c'est vrai que moi, bon, c'est un peu honteux de dire ça peut-être, mais par exemple, Killers of the Flower Moon, ça m'a découragée d'aller, je suis pas allée le voir parce que je me suis dit c'est trop long. Donc c'est vrai que des fois, même Oppenheimer, je l'ai regardé après, sur mon ordi, ce qui est un peu une hérésie, je pense, mais j'ai quand même du mal à me motiver à aller voir des films de 3 heures. Après, comme disait Fred, c'est aussi que moi, c'est pas forcément ce que je vais voir le plus. Moi, je suis pas très blockbuster. C'est vrai que mes films préférés, c'est pas forcément des films très longs, quoi. Tu vois, moi, tu me dis un blockbuster de 3 heures, mais un peu concon, genre Marvel ou La planète des singes, ça va pas me déranger. Tu me dis un Scorsese de 3 heures, on en avait déjà parlé, il faut connaître, je pense, le langage scorsésien pour aller voir un film de Scorsese. Il faut avoir toutes les refs. Et c'est pour ça que je me dis 3 heures de Scorsese, bah, ça te fait mal au crâne plutôt qu'un blockbuster concon. Mais justement, genre moi, je prends ça comme un défi. En fait, quand ça dure 2h20, 2h30, ça a tendance à me péter un peu les burnes. Mais dès que ça dure plus de 3 heures, en fait, je vois vraiment ça comme un défi. Et je me dis, ok, tu vas pas aller voir un Dupieux qui dure 1h15 où tu y vas un peu innocemment. C'est tu te prépares psychologiquement. Et genre, j'y vais avec entrain, en fait, en entrant dans la salle. Parce que je me dis, allez, ça va être long, mais ça va être un vrai truc gros. Et une fois que je l'aurai mangé, genre, bah, c'est comme Jeanne Dielman, tu vois. Ça faisait des années que je voulais voir ce film-là. Ça dure 3h20. J'avais un petit peu peur, mais là, quand les bonnes conditions, le bon moment, je me suis dit, ah, maintenant, je suis trop content de l'avoir vu, quoi. À la limite, quand tu vas voir un film de Scorsese qui dure 3 heures, faut y aller comme un combat. C'est-à-dire que tu lis tout sur lui juste avant, tu regardes tous ses films et tu vas vraiment dans l'esprit, en fait. Le premier film de l'année qu'on avait vu et avec lequel on a instauré ce petit rituel avec Wen, c'était Casino de Scorsese, justement. Oui, et moi je suis trop content, tu vois, on s'est fait le Parrain 2, on s'est fait Autant n'emporte le vent, t'en ressors, t'es un peu essoufflé, mais t'es content de toi. Mais moi je suis plus vibe, tu vois, petit film Ubi d'1h10, tu vois.
Je peux comprendre. Moi aussi, moi aussi. Non, mais ça dépend de ce que des conditions dans lesquelles t'es pour mater un film aussi, quoi. Parce que moi, je trouve ça fort de faire un film d'1h10 qui arrive à te faire passer d'émotions incroyables, tu vois. Il y a ça aussi. Je trouve ça super fort. Je trouve que, du coup, Scorsese, il est génial, il fait des films incroyables, mais du coup, il prend 3 heures pour te raconter une histoire, il prend son temps et c'est très bien, tu vois. C'est encore plus fort un film d'1h20, 1h30. C'est peut-être pas forcément prendre son temps, c'est en tout cas prendre le parti pris de raconter quelque chose de très dense. Parce que par exemple, Casino, vu tout ce qui se passe dans le film pourrait faire 5 heures, mais c'est ultra condensé, Casino. Hein. Quand tu regardes le film, ça s'enchaîne, mais tellement vite. Et quand on était à 1 heure de film, on avait l'impression d'en être à 2 heures. Quoi. Donc, voilà. Mais c'est très documenté en tout cas, si on revient sur Scorsese. C'est très documenté comme cinéma, donc bien sûr qu'il faut qu'ils prennent du temps, quoi. Julien va beaucoup rager en entendant autant de fois le mot Scorsese sans être présent. Oui. Ok, et merci beaucoup Jérém pour ces chiffres, pour cette grande dissertation sur la longueur des films. Parce que tu parlais de crise, mais du coup, effectivement, si le film blockbuster baisse, c'est qu'on attend une prochaine crise. Potentiellement, puisque là on est à 2h23 pour l'instant, donc à voir si vraiment le public va commencer à se lasser de dire les films trop longs c'est bon. On a un peu ça, parce qu'au niveau du box-office pour l'instant, quand tu regardes l'année dernière, il y a beaucoup de blockbusters qui était un peu des fours. Indiana Jones 5, je sais plus combien de temps il durait, je crois 2h25. Ouais, il durait 2h25, il y a eu Mission Impossible 7 qui a un léger four qui durait 2h40, enfin voilà, ça commence un peu, tu vois, mais à voir si ça se confirme en 2024. Je me dis, imagine, dans 20-30 ans, le film blockbuster c'est 3h30. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Je pense aux salles de cinéma qui font des séances à 20h, et les gens qui travaillent dans ces salles, ils se disent putain, casse les couilles. Avatar 2, ça faisait 3h17. Non, mais tu vois, t'as un agent d'accueil de cinéma, ta séance à 20h, tu dois terminer à 23h. Non, tu termines à minuit, 1h là, tu vois. Et peut-être ça va peut-être les motiver à baisser le temps de pub. Ah non, alors ça c'est un autre débat. Ouais. Bref, moi je vais vous faire jouer aujourd'hui et je fais revenir Jacqueline. Salut la team DCP. Comment ça va les BG? Ça va très bien, et toi? Comment ça va les gens? Ça va. Je parle à un robot là, je me sens un peu... Ça va. J'ai l'impression d'être dans Her. Tranquille wesh, mais il est où Julien? En fait, je m'en fous, Héloïse, je la préfère, elle est plus drôle. Merci Jacqueline. Pour cet épisode-là, on va vous faire jouer avec les dernières répliques de personnages. Donc c'est pas nécessairement des personnages qui meurent ou des fins, des répliques finales de films, c'est juste la dernière réplique de personnages. Mais bon, logiquement, ça apparaît souvent vers la fin des films. J'espère juste qu'Héloïse, elle trouvera les réponses plus vite que Jérémy, parce que c'est toujours lui qui gagne, et vas-y wesh, c'est plus drôle à la fin, c'est saoulant. C'est vrai que c'est saoulant, Jérémy. Allez, c'est parti. J'ai 9 ou 10 réponses, je ne sais plus, bref. Donnez-moi juste le film et le personnage. Car la folie, tu ne l'ignores pas, suit les lois de la gravité, il n'y a qu'à donner une petite pichonnette. C'est le Joker dans le Batman de Tim Burton, non? Pas dans celui de Burton. The Dark Knight. Ouais. Oh putain. Ouais, je suis désolé, c'est vrai. Nolan. C'est vrai que comme d'habitude, c'est souvent des films un peu américains, mais j'ai changé. Je tente de changer un peu. Okay. J'ai fait des... Oui. Non mais souvent tu fais des efforts quand même, tu mets des films qui sont pas qu'américains. J'essaye de varier. Ah oui, c'est tout le temps les VF. Hein. Le mec il s'appelle On. Et il a un phare. C'est le Héloïse. pharaon. Le pharaon. Comme le pharaon, le chef de nous. Astérix Mission Cléopâtre, Jamel. Oui, c'est Jamel Debbouze. Ouais, Jamel, je sais Comment pas. il s'appelle le personnage de Jamel? C'est ça, mince. Comment il s'appelle le personnage de Jamel? Oh, le trou de mémoire. Numéro bis. C'est numéro bis. Bah Franchement ma chère, c'est le cadet de mes soucis. La fameuse réplique de Red Butler dans Autant n'emporte le vent. Celle-là est récente. Quand l'horizon est en bas, c'est intéressant. Quand l'horizon est en haut, c'est intéressant. Quand l'horizon est au milieu, c'est chiant à en crever. Maintenant, bonne chance et casse-toi de mon bureau. Je laisse, c'est dans The Fabelmans et c'est le personnage du coup de John Ford. J'aurais dû rajouter une ligne de dialogue à Jacqueline qui dit Starfoula, arrête. Un moment, il est de coutume dans le sud, quand on conclut un accord, de se serrer la main. J'insiste. Alors du coup c'est dans Django Unchained et c'est le personnage de King Schultz interprété par Christophe Waltz. Oui. Putain voilà. Fred, depuis tout à l'heure, il a les mains sur les hanches. Non mais celle-là je l'avais, mais il fallait que je réfléchisse. J'attends que ça se passe comme tout le monde, même pas moyen de manger correctement. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccine sauce marinara, j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable, je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. C'est français ça. Non, c'est pas français. Vas-y. Pulp Fiction. C'est la même période, la même vibe, mais c'est pas Pulp Fiction. Ça faisait... Oui, c'est ça un... faisait très Pulp Fiction. C'est un film des Coen. Non, c'est un réalisateur dont on a parlé tout à l'heure. Casino.
Non. Ah, c'est dans Les Affranchis, non? Oui. Je sais plus quel personnage dit ça, mais... Bon, bah c'est le personnage de Henry Hill. C'est vrai que t'as pris plein d'autres films qui sont pas américains là. Là Pour le moment, là ouais. c'est. Ah c'est ouais, vrai. non, je m'en veux. Mission en fait. Cléopâtre. Bon, là c'est un film français. Mais en vrai, je m'attends pas à ce que vous l'ayez. Si ma mère me voyait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà Neuilly sa mère. Ah non, c'est carrément genre 50 ans plus tôt. Mais c'est un film qu'on a dû étudier à la fac, je pense. Les 400 coups. Alors non, c'est la même période, mais c'est pas les 400 coups. C'est un film de Nouvelle Vague. Non, Truffaut. c'est un Bresson. Ah, j'en ai vu aucun. Ah, c'est Pickpocket. quelque chose Non. comme ça. Moi, je sais qu'on a étudié Pickpocket. Au hasard, Balthazar. Non. Ouais, je vais faire tous les Bressons que je connais. Oh, c'est un des plus connus. Oh non, il va l'avoir encore. Un condamné à mort s'est échappé, non? Mais bordel de merde, il a encore eu. Vous avez donné plein de films et lui, il en sort un et c'est J'en bon ai quoi. vu aucun, c'est honteux. Bah écoute, il est vraiment bien. Quoi? Attends, redis-le encore une fois. AH. Mais regardez-moi ces petits bébés mutants. Je suis papa. Moi moche et méchant. Je sais pas, j'arrive pas. En fait, la voix Google déforme tellement l'intonation que t'es perdu. Bah un peu. Ah, des bébés mutants. Tortue Ninja. Non. C'est un film que t'adores, Fred. Remets-le, ça me dit quelque chose en fait, c'est pour ça que ça me stresse là. Quoi? Attends, redis-le encore une fois. AH. Mais regardez-moi ces petits bébés mutants. Je suis papa. C'est une scène post-crédit en plus. What? C'est bébé mutant, je suis papa. Attends. Oh, c'est un fan footage. Non, c'est un dessin animé. Ça se passe après une fête. C'est pas dans Shrek Oui. Oh. C'est à la fin de Shrek 2. Ah putain, j'imaginais pas du tout ça. C'est un film que t'adores, tu le cites une fois par émission, merde. Bah ouais, c'est C'est ça le vrai. truc. C'est à chaque fois tu sors une ref à Shrek 2. Mon fureur. Je peux marcher. C'est le docteur Folamour dans Docteur Folamour. La dernière, et ça c'est ma préférée. Ah ouais, c'est déjà la dernière là. Bah ouais, non mais... C'est pour ça il veut qu'on compte les points, mais qu'est-ce qu'on en a Ça- foutre pour son bonsoir. Vois toujours la vie du bon côté. Vois toujours la vie du bon côté. Et t'as vu ça? C'est le générique. Vois toujours la vie du bon côté. J'aurais envie de dire un film, c'est pas du tout ça, mais ça ressemble beaucoup à Funny Games. Non, Parce qu'il parle au spectateur du coup. Ouais. La fin du générique, donc ça peut être une comédie française, américaine. Te connaissant, est-ce que t'as pas mis Zoolander? Non, c'est pas Zoolander. Ok. Donne des indices. Des indices? Ça se termine en chanson. C'est un film de Jacques Demy. Non. Non. Putain, je l'ai. Bah oui. C'est... The Voices. Non. Non, c'est Life of Brian. De Oui, Monty c'est la Python. vie de Brian. C'est Always look on the bright side of life. Ouais, mais du coup là c'était en français. Bah ouais. Pourquoi tu l'as pas mis en anglais? Bah parce que j'allais pas faire parler Jacqueline en anglais, elle sait pas le parler. Mais il y a Google Trad anglais. J'en sais rien. Enfin si, sans doute. Mais je suis pas sûr que l'accent, tout ça... Ouais, Bon. non. Si vous voulez, la prochaine fois, j'appellerai Jacqueline. Mais en attendant, Jacqueline... Allez, à plus la team DCP. Au revoir Jacqueline. Au revoir, Jacqueline. Ainsi s'achèvent les jeux et on arrive au Joker. Alors souvenez-vous, Julien avait donné son Joker à Fred, mais on s'est dit, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir Héloïse, donc du coup on va donner le Joker à Héloïse, et Héloïse a l'occasion de mettre sur la table le sujet qui lui tient à cœur. Alors, moi, le sujet dont je voulais parler avec vous, ça m'est venu comme ça, c'est Quentin Dupieux, et précisément le fait que j'ai remarqué qu'il y a un peu des tendances de fans de Quentin Dupieux, c'est-à-dire, par exemple, moi je vois avec mon père, il adore Le Dain et Incroyable mais vrai, et moi j'aime pas trop ces deux-là. Et par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Mandibule, c'est un peu pas très populaire comme opinion, je crois. Et mon père, il aime pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des courants de fans de Dupieux, donc je voulais voir avec vous lesquels vous aimez, lesquels vous aimez pas, pour voir si. C'est vrai qu'il fait tellement de films que il y a un peu ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, et c'est pas toujours les mêmes. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de Dupieux Ouais, dans non, mais DCP. si Ouais. déjà vous voulez avoir un avis global sur ce qu'on pense de Dupieux, écoutez l'épisode dans lequel on parle de Dali, parce que on en parle déjà pas mal de ce qu'on pense de On Dupieux. avait parlé d'Yannick aussi, vu qu'on revenait sur les films de l'année, tu vois, Ouais. donc on a beaucoup parlé de Dupieux. Mais c'est marrant ce que tu dis du coup, c'est qu'il y aurait plein de spectateurs types selon juste la filmographie de Dupieux. Si dans le monde on ne montrait que des films de Dupieux, on aurait des tranches de spectateurs différents en fait. Mais ça dépend peut-être aussi des périodes où tu découvres Dupieux. Oui, totalement. Parce que moi je l'ai découvert avec Rubber et Réalité, donc à cette époque-là, Au Poste était même pas sorti au Ah oui, ciné. t'étais déjà quand même en avance. On Ah, moi avance, aussi, hein. je suis pas sûr, hein. Je crois, j'ai l'impression que c'est à cette période-là où tout le monde a découvert Dupieux. Ah non? Moi j'ai découvert avec Le Dain. D'accord. C'était mon premier film de Dupieux, j'ai adoré Ouais. parce que ça mêlait un peu de fan footage.
de caméra embarquée, c'était un slasher en quelque sorte, donc il y avait des trucs super cool, donc c'est un de mes préférés. Mais non, moi je suis vraiment arrivé après vous. Ok, et Jérém? Je crois que le premier que j'ai vu au ciné, c'est pareil, c'était Le Dain, je crois. J'ai plus de souvenirs. Mais... Le Dain, Ah non, j'ai vu au poste. Mais non, je suis con. c'est au poste. J'ai vu au poste. Donc le premier que j'ai vu, ça devait être au poste. Mais effectivement, il y a eu cette période américaine, puis la période maintenant où il fait des films tous les ans, puis tous les 9 mois, puis tous les 6 mois. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on va devoir parler d'un film de Dupieux toutes les 2 semaines, tous les épisodes en fait, parce que... Bah on va voir, là il est dans une lancée où il fait plein de films, mais peut-être que bientôt il va un peu se stopper et prendre plus de temps à faire des films qui seront peut-être plus... Bah c'est ce qu'on évoquait déjà dans l'épisode dans lequel on parlait de Dali, quoi. C'est que à un moment donné, ça en devient un cinéma fast-food, quoi. Et qu'est-ce que vraiment. t'en avais pensé de Dali, toi? J'ai pas trop aimé Dali, moi. J'ai vraiment Moi pas j'ai aimé. adoré Yannick, mais vraiment j'ai Ouais. adoré Yannick. C'était Ouais. moi je l'ai mis en film préféré de mon année 2023. Vraiment, j'ai Ah trouvé oui. ça. Mais je trouvais ça génial en fait. Et mais je trouve que par exemple Fumer fait tousser, ça m'avait pas plu. Enfin, c'est vraiment ce truc de il fait tellement de films que t'as envie de te dire mais prends le temps de Et, travailler vraiment certains trucs. Il y a à manger et à boire, et souvent, les films reposent sur leurs idées, et si l'idée t'y adhère, finalement, c'est gagné d'avance. Hein. Genre Le Dain, moi j'avais vite compris que j'avais bien aimé ça, quoi, Le Dain. Moi, ce que j'avais, quand je parle de courant, c'est aussi par exemple parce que Le Dain, moi par exemple, j'ai pas trop aimé. Encore que j'ai bien aimé au revisionnage, mais j'ai pas trop aimé quand je l'ai vu en salle. Et il y avait un de nos profs, que je ne citerai pas, que je ne nommerai pas, qui avait dit qu'il avait beaucoup aimé parce que ça parlait de dépression masculine et que c'est un sujet qui le touchait. Et mon père aussi a beaucoup aimé ce film et il a beaucoup aimé. Non, mais pour dire, il y a un truc de. Il a beaucoup aimé Incroyable mais vrai parce que ça parle du temps qui passe, de la nostalgie et tout. Et mon père, il m'a dit, t'es trop jeune pour aimer ce genre de film. Donc il y a aussi peut-être un truc d'âge et aussi d'homme et de dépression. Le Dain, ça commence par Si tu n'existais pas, avec un Jean Dujardin qui a une vie d'avant qu'on voit pas. Donc peut-être que c'est pour ça que ça parle à ton père, parce qu'il est plus grand et Non, mais c'est ça, c'est ce que mon père a dit, c'est que ça parle beaucoup de nostalgie, de Alors mélancolie. que toi, qui as adoré Yannick, il y a peut-être ce truc très jeune, très rebelle, parce que Yannick, c'est un personnage qui se rebelle contre une pièce de théâtre, en fait, tu vois. C'est très parisien, Yannick, aussi, comme film. Il y a aussi ces questions-là, c'est que Incroyable mais vrai, ça se passe dans un milieu un peu rural, ça parle du temps qui passe et de la douceur, alors que Yannick, c'est clairement un film c'est un Parisien qui pète un câble. Pas du tout, c'est Rural, pas du tout incroyable. un Parisien, Yannick. Clairement C'est un que si. mec qui vient de la Mais c'est banlieue, pas justement, ouais, c'est Ah pas oui, du tout un oui, qui va à Parisien. Paris, enfin, tu vois. Ouais, mais genre, tu sais, il y a tout ce background de compressé par la vie parisienne qui se passe dans ce... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, Yannick. Bah, t'as un public qui peut-être habite Paris, mais je trouve pas que Il ce habite soit- à Melun, il le dit dans le film. tu vois. Oui, mais justement, il dit, je fais le déplacement pour venir, tu Ouais. vois. C'est vraiment un film qui te dit, putain, la vie à Paris, genre, pour aller se détendre dans Paris, c'est insupportable. Et nous, on est plein dedans. On peut essayer de faire une typologie des spectateurs. Donc il y aurait les vieux qui adorent les films un peu, donc Le Dain et Ouais, Incroyable mais mais vrai. vrai. Et puis Yannick qui fait plus jeune, plus révolution, plus rebelle. De base, et c'est ce que j'avais dit à l'époque dans mes chiffres de Dupieux sur le même épisode de Dali, désolé, je vais beaucoup l'évoquer parce que, vu qu'on a beaucoup parlé déjà à ce moment-là, c'est que le public de Dupieux est très parisien. Et je sais pas, du coup, la différence qu'il y a entre les entrées des films de Dupieux en Paris-périphérie comparé et au reste de la France, même si on peut savoir, j'avais dit que je crois que c'était à peu près 40%, il fait à peu près 40% de ses entrées sur Paris, En Île-de-France. sur Paris-Île-de-France, ouais. Donc, ce qui est énorme, hein. Mais j'ai l'impression que Dupieux, c'est plutôt diffusé dans les cinémas d'art et d'essai. Je me trompe peut-être, hein. C'est des films d'arrêt essai. Mais quand je reviens à Vannes, dans ma petite bourgade, on a 2 cinémas. On a le Cinéville, qui est vraiment le gros multiplex, et on a la Garenne, qui est le petit cinéma avec 3-4 salles. Et en général, il me semble que Dupieux est à l'affiche du petit cinéma, qui diffuse 2 ou 3 fois par jour, tu vois, le film. Bah, il passe quand même dans tous les pâtés, Gaumont, pâtés, UGC, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas non plus. Et il ouvre Cannes. Et il ouvre Cannes. Enfin, tu vois, Ouais, c'est c'est vrai. pas non plus En gros, vraiment arrêt C'est pas un peu obscur. Les films de C'est un Dupieux peu ils sont obscur. distribués par Diafana. Et Diafana, ils sont étroitement liés à MK2, au circuit MK2. C'est pour ça que t'as beaucoup de trucs MK2. Ah oui, c'est toujours MK2 les Ouais. premières. Donc en fait, non, Dupieux a vraiment des contacts dans des grosses firmes. C'est pour ça qu'il y a toujours MK2M, même si c'est pas bien. Sûrement. Bah justement, ouais. Mais c'est marrant parce que là, on cite beaucoup, alors Incroyable mais vrai, Yannick et Le Dain. Et Réalité, j'ai l'impression que c'est souvent considéré Incroyable. comme son meilleur. Et je trouve que Réalité, c'est son meilleur, effectivement. Et c'est marrant parce que quand je l'avais découvert pour l'époque, c'était vraiment un film surprenant, quoi, où tu te disais, ah, enfin, quelqu'un qui tente des trucs saugrenus et inattendus. Et je trouve que maintenant, il s'est. Ah, tu vois, pour avoir fait l'inverse, moi j'ai découvert du coup Dupieux depuis sa période au poste, etc. Et j'ai découvert la réalité que très récemment. Je trouve pas que ça soit son meilleur, tu vois. Ouais. Je préfère, Tu vois. enfin, il y a des films que j'ai vus de sa période à partir de laquelle il faisait un film par an, là, que je trouve meilleur que
que de réalité. Bah moi ouais, à l'époque je l'avais quand même. Je crois que j'avais vu Le Dain et Réalité. J'avais dû écrire un dossier. Il est vraiment fort ce film. Et du coup le fait que tu l'aies découvert après tous ces films où il tente tout ce qu'on connaît de lui, c'est peut-être pour ça que t'as été un peu plus déçu. Non, pas forcément, parce que je connaissais le film de réputation, mais non, c'est juste j'ai pas forcément accroché tant que ça au film, quoi. Peut-être il me happe plus avec un concept fort qui dure qu'1h25 que, enfin même pas 1h20 quoi, que un gros film d'1h30. Alors 1h30 ça reste court dans l'ordre d'idée des choses, tu vois, mais je sais pas, peut-être qu'il voulait que c'est peut-être, même si je savais qu'il avait cette réputation de film un peu barré, je sais pas, ça m'a pas accroché. Et les films d'avant l'Amérique. Donc je pense à des films comme Steak. Alors Rubber et Wrong, il me semble que c'est déjà Alors, c'est ça. américain. Ouais. Steak, c'est son premier film, si je dis pas de Ouais, bêtises. qui est Et incroyable. après, Rubber, Wrong Cops. Tu vois, là, vous parlez de tous ces films, effectivement, les derniers, en fait, je les baisse dans le classement. À part Yannick, quand je repense à Steak, quand je repense à Réalité, quand je repense au Dain, je les trouve incroyables comme film. Et puis là, récemment, Dali, Incroyable mais vrai. Et Mandibule, on l'oublie. Mandibule, Oui. moi, je l'ai vraiment pas. Parce pas qu'il a apprécié. vraiment pas été très apprécié. Ce Ah, film. Moi, je l'aime vraiment bien, hein. Pas aimé. Moi, j'ai également. trouvé ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça divers. J'ai trouvé ça très drôle, en fait. Ça m'a beaucoup fait rire. Mm. Après, c'est pas forcément. Enfin, je trouve que par exemple, c'est juste un sketch du Palma Show, quoi. Enfin, Oui. Bah, comme Yannick. Yannick, c'est un film de Raphaël Quenard, presque. Ouais, mais tu vois. j'allais dire, la différence, c'est que Yannick, le message est en vrai beaucoup plus profond. Et moi, j'ai failli pleurer à la fin de Yannick, vraiment. Mm. Genre, je trouve que c'est. Enfin, c'est pour ça que moi, je trouve pas que ce soit juste un film parisien. Enfin, c'est vraiment un film sur la vacuité de l'existence. Enfin, je sais pas, Mm. mais c'est vraiment un film sur un homme complètement perdu. Mais à la fin, je sais pas, quand. Bon, je vais spoiler du coup, mais quand il est là, il regarde la scène Ouais. en pleurant et tout, c'est hyper fort. Et là, il y a la BRI qui arrive. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou, moi. Mhm. Genre, ça m'a fait le même effet que Nocturama, quoi, en termes de film sur des attentats, quoi. D'accord. Donc, Mais voilà. c'est vrai que Yannick, c'est vraiment le film qui part de rien en matière de budget. Oui, Enfin, c'est ça. C'est faire un film de fou avec rien du tout. Bah, quoi. c'est ça. Non, ouais, c'était une bonne rencontre entre les deux. Mais du coup, deuxième acte, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on a que le trailer et on sait que c'est Bah, tu l'ouverture. parles de Parisien, tu parles de. Bah, c'est peut-être son film un peu où il met des acteurs vraiment Des grosses de la têtes. culture parisienne, quoi. Léa Seydoux, Louis Là. Garrel. Louis Lindon. Garrel, Vincent t'as Lindon. Lelouch, t'as Vincent Lindon. Enfin, là, par contre, Non, il a le pris- louche, il est pas dedans. Hein. Il me semble pas. Non, Il je est pas annoncé au casting, je crois. Mais moi, la bande-annonce, bah, en fait, c'est pour ça aussi que j'y pense, c'est parce que mon père m'a dit elle est géniale, la bande-annonce, regarde-la. Et moi, je l'ai pas trouvée folle, honnêtement. Mais je sais que ouais, cette bande-annonce, elle divise. Rien que la bande-annonce, elle divise. Parce Moi- que moi, je trouve ça un peu. Ça m'a pas Non spécialement marqué, mais mon père, il m'a dit c'est incroyable. Enfin, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a des références? Est-ce qu'il s'est inspiré d'autres bandes annonces de l'époque? C'est ça le truc? Ou non, pas du tout? Non, mais déjà, moi, c'est que en voyant la bande-annonce aujourd'hui qu'en fait, j'ai compris qu'il parodiait les rôles que les personnages jouent tout le temps dans les films. C'est-à-dire Lou Garrel qui dit je suis un homme séduisant, machin, les femmes il- autour je- du jour. C'est juste qu'il joue tout le temps ce rôle-là dans les Mmh. films. Vincent Lindon qui joue à banquier, ben, c'est plutôt l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, puisqu'il fait des gens qui se font virer dans les films. Enfin, Ouais, totalement. et j'avais même pas compris ça en fait. Non, effectivement. Mais Ce moi, sera- la tâche un peu du film qui me fait peur, bah, c'est Léa Seydoux. Ouais, J'ai du non, mal avec cette actrice et c'est vraiment un truc. La haine viscérale qu'il a C'est une contre haine, ouais. Non, mais Contre on, Léa Envers Seydoux. Léa Seydoux, on, ouais. on verra parce que visiblement ce sera un film méta. De toute façon, moi je vais tous les voir, hein, les Dupieux. Je rate jamais Bah- un Dupieux, même si je sais que je vais pas forcément aimer. Non, on en parle tout le temps. Ouais, C'est faut ça, aller quoi, voir, en c'est- fait. Là, tout à l'heure, je me dis, ah, j'ai la flemme, mais en même temps, je demandais à Jérém, ça dure combien de temps cette connerie? 1h20. Ah, ouais, c'est ça, du coup tu y vas. Haussement d'épaule et ok, ça durerait 3h20 comme un Scorsese, ok, tu vois. Mais bon, après, s'il arrivait à faire un film de 3h20 tous les 6 mois, Il serait fort. Et si tu reviens du coup sur nos goûts de Dupieux, bah, en fait, quand on a reparlé de réalité, ouais, il était vraiment fort. Et je me rends compte que ce qui lie les films que j'aime de Dupieux, c'est l'horreur. l'horreur. Réalité, t'as vraiment tout un délire sur les têtes des gens qui Oui. explosent. Le Dain, c'est vraiment un slasher. Il y avait un peu de ça dans Fumer fait tousser, par exemple. Il y avait un sketch. Bah, c'est ce que j'avais adoré. Moi, Fumer fait tousser, c'était quelques sketchs que j'avais bien aimé. Le mieux dans Fumer fait tousser, je suis d'accord. C'est avec les Raphaël sketchs. Quenard aussi. Ouais, c'est les C'est le sketchs. truc de la machine. Tu Ah vois. non, je pensais Ah au ouais. truc d'avant avec la meuf bah, dans le- son casque le là qui slasher se met à aussi, tuer Ouais, tout ça le aussi, monde. c'est marrant. super. Tu vois, donc je trouve que Dupieux, j'aime quand il parodie l'horreur. Et j'aimerais beaucoup qu'il refasse un film vraiment, mais entier d'horreur. quoi. C'est vrai que ça lui correspond bien, quoi. Ouais, c'est un film très excessif, comme lui en fait. Un genre très excessif, l'horreur. Du coup, pourquoi pas, hein. Moi je kifferais. Vous le trouvez excessif? Il est dans l'excès un peu tout le temps, Oui, Dupieux dans enfin, son cinéma. Je veux dire volontairement, Hmm. enfin. c'est- Ouais. Ouais. Non, parce que j'ai l'impression, enfin, vu que maintenant l'image que j'ai de Dupieux, c'est un mec qui est dans son cocon et son Mais style. je disais son cinéma, lui, pas lui. Dans le sens, son cinéma Ah oui. est excessif, tu vois. Oui, Mais pas non. négativement, genre, Ouais. par les concepts, c'est un peu grossier, comme le cinéma d'horreur.
dans un sens. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le sujet du pieu? Bah moi j'ai l'impression que les Dupieux que je préfère, c'est ceux qui sont, je dirais, le mieux écrits, où les dialogues sont... Parce que je trouve par exemple, j'adore Au Poste, c'est Ouais. un de mes vraiment top 3 Dupieux, et je trouve que vraiment les dialogues sont fous, enfin, c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit. Yannick aussi, Raphaël Quénard, toutes ses répliques, enfin, c'est super. Il y a quoi même Mandibule, en fait, c'est ça que j'aime dans Mandibule, c'est que je trouve ça assez bien écrit. Donc moi c'est... J'aime bien aussi le côté horreur, moi en vrai, le fait que ce soit excessivement gore des fois et tout, genre c'est vrai que Raphaël Quénard dans La Machine, là c'est super, enfin c'est... Donc moi j'aime bien aussi ça, ouais, mais c'est vrai que c'est souvent les dialogues moi qui me marquent chez Dupieux. Ok. Et vous deux, du coup, si on essaie de trouver un type un peu des films que vous aimez de Dupieux, qu'est-ce que ça vous dirait sur vous? Parce que de base, c'était ça toute ta Ouais. question. Alors moi c'est Réalité, Le Dain et Incroyable mais vrai. Ah non, Yannick. T'es dans la mouvance de mon père, alors homme dépressif. Est-ce que ça raconte quelque chose sur moi? Mon père il va écouter, il va dire que je fais que parler de lui et de dire qu'il est dépressif, mais il est même pas dépressif. Hein. C'est juste qu'il dit ouais les films sur la nostalgie, le fait de vieillir et tout. Non, je pense que je suis plutôt comme Héloïse. Moi, c'est plus les films avec les dialogues qui sont assez bons, bien écrits et même qui me font marrer énormément. Donc, Yannick, pareil, ça fait partie de mes Dupieux préférés. Donc, après, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, donc vu que Réalité, je l'ai découvert après, peut-être que si je l'avais découvert avant, je sais pas, peut-être que j'en penserais autre chose, tu vois, mais... Yannick m'aura fait quelque chose, parce que en fait, on s'était enchaîné tellement de Dupieux où je m'étais dit bof, que Yannick, je dis vraiment, ah là, il y a quelque chose, là. Donc, que du coup, il a un peu surpassé les autres pendant un moment, et c'est vrai que, au final, j'oublie facilement les films de Dupieux, donc... Moi, j'ai des petits échos sur celui qui sort, du coup, et qu'il est super bien. Selon les échos que j'ai entendus. De gens qui travaillent dans le cinéma et qui en ont marre des films, qui regardent des films, ils en ont rien à foutre. Nous verrons. En plus ça sort dans pas très longtemps du Ouais. tout. Ils verront bien. Sujet clos sur Dupieux. Ouais. Et ben c'était très chouette. Merci Héloïse. Merci. à vous. Je te demande pas à qui tu vas donner le Joker parce que le Joker suivant on sait déjà à qui il est. C'est Habibi. Merci beaucoup Héloïse. Merci de- Héloïse d'être Merci à venue. De t'être rejoint à nous, c'était vachement chouette. Dans 2 semaines, Julien sera de retour, mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Music et sur YouTube. On se dit à dans 2 semaines et des grosses bises à vous tous. Salut. Salut. Salut.